Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7 heures ici à Bamako, la même heure à Etambar, un quartier de la ville de Kidal. Le journal Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Présentation du fanion du groupe tactique interarmes GETIA du 33e régiment des commandos parachutistes. Premier du genre au régiment des commandos parachutistes, le GETIA de déploiement a été baptisé Nanagui en référence à notre histoire guerrière dans l'empire du Mandé. Une femme mariée au dehors pendant le crépuscule, une pratique mal appréciée par plusieurs hommes dans notre société. Pourquoi condamne-t-il cette pratique? Des réactions dans ce journal. Chronique environnement, on parle aujourd'hui des conséquences des eaux usées industrielles sans traitement adéquat et qui sont déversées dans le fleuve Niger. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le fanion du groupe tactique interarmes GETIA du 33e régiment des commandos parachutistes RCP a été présenté hier à la hiérarchie de la 3e région militaire. Premier du genre au régiment des commandos parachutistes, le GETIA de déploiement a été baptisé Nanagui en référence à notre histoire guerrière dans l'empire du Mandé. La cérémonie a été couplée à la remise des attestations de fin de stage des commandos au centre de Samako. Jules Sambou-Sissoko. Cette cérémonie consacre la présentation du fanion du groupe tactique interarmes GETIA, la remise des attestations aux stagiaires ayant suivi une formation du brevet d'armes 1 et 2, du certificat interarmes 1 et 2 et du certificat d'aptitude technique 1 et 2. S'agissant du GETIA au sein du 33e régiment de commandos parachutistes, il a été baptisé Nangui. Colonel Moustapha Sangaré, commandant du 33e RCP. Le GETIA Nangui est composé de près de 500 hommes à dominante commando parachutiste et une composante appui constituée de nos frères d'armes, des blindés, de l'artillerie, de la santé, du génie, des transmissions et de nos inséparables de l'armée de l'air. Le Nangui a vocation d'ouvrir la voie aux autres et de porter assistance ou secours dans les situations périlleuses, voire désespérés, et revenir victorieux. Le Nangui exécute ses missions avec respect, rapidité et efficacité. Colonel Moustapha Sangaré, commandant du 33e RCP. Cet ensemble harmonieux et cohérent vient de boucler son long processus de formation par un stage de cohésion en toute symbiose avec les opérateurs du bataillon autonome des forces spéciales au centre d'aguerrissement de Samanko. Le GETIA Nangui est prêt à être engagé dans les opérations pour toute mission assignée. Le défilé du GETIA Nangui et la démonstration des nouvelles recrues ont bouclé la cérémonie des commandos parachutistes. Lancement de l'atelier de formation en conception des scripts radio au Mali, une formation d'une dizaine de jours initiée par Studio Tamani en partenariat avec l'UNICEF. Fantama Mayantao. À travers son programme L'école à la radio, en partenariat avec UNICEF, offre une alternative qui appuie les efforts en cours du ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit de la mise en place d'une formation à distance. La dite formation de 10 jours regroupe 25 enseignants. Martin Faye, représentant de la Fondation Hirondelle au Mali. Un apprentissage par la radio, il faut le souligner, est un rayon de soleil pour des milliers d'enfants maliens. La radio éducative est aujourd'hui utilisée non seulement pour soutenir l'apprentissage à distance, mais aussi pour améliorer l'enseignement en classe et la formation des enseignants. Désiré Adomou, représentant par intérim de l'UNICEF. Nous demeurons confiants que cet atelier qui vise à renforcer les capacités du personnel du ministère contribuera à la pérennisation des efforts du ministère de l'Éducation nationale pour assurer une éducation à distance
de qualité à toutes les filles et les garçons. Selon le ministre de l'Éducation nationale, cette activité donne l'opportunité de renforcer les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de la politique éducative en matière d'enseignement à distance. Sidibé Dédé Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Dans le souci d'assurer la continuité pédagogique, le département de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a développé un plan de riposte comprenant un dispositif pour produire des ressources pédagogiques destinées aux cours en ligne, à la radio et à la télévision pour certains ordres et types d'enseignement. L'UNICEF, Studio Tamani ne sont pas restés en marge. Ils nous ont accompagnés à travers la production et la diffusion des ressources pédagogiques, le renforcement des capacités de nos cadres et enseignants et la mise à disposition d'expertise et de matériel. Les experts travaillent d'arrache-pied avec l'équipe de Studio Tamani pour la bonne organisation de cette importante formation. Radio Mali à Koutiala et environ 94.5 MHz en FM. Dans la région de Koutiala, un conflit lié au découpage administratif avait opposé la population de Maou à certains dirigeants du village. Pour trouver un dénouement heureux, le gouverneur est allé échanger avec les dignitaires et les forces vives afin de recueillir leurs préoccupations. Suite au découpage administratif récent et en fait de Maou, une commune du cercle de Yorosso, la population s'est enflammée contre le maire, le chef du village de Maou et certains de ses conseillers. Conséquence, violentes manifestations et fermeture de la mairie. Compte tenu de cette situation, le gouverneur de la région de Koutiala est venu calmer les cœurs et les esprits. Général Abdoulaye Sissé. On a jugé nécessaire de venir apaiser les uns et les autres, écouter la population de Maou, prendre les doléances de la population de Maou et en mesure de rendre compte fidèlement à qui de droit. On m'a fait la promesse que la population restera derrière les conseils du gouverneur. La population respectera les décisions du gouverneur. Le gouverneur et sa délégation ont d'abord échangé avec les dignitaires du village de Maou. Yaya Marankone, porte-parole de la population de Maou. Nous sommes vraiment infiniment ravis de son arrivée parce que ça nous a permis vraiment d'être au courant de beaucoup de choses et ça a beaucoup soulagé cette population. Et on a voulu vraiment être cercle à défaut, être rattaché à Kouri qui est confirmé cercle. De Maou à Kouri, ça fait une distance de 22 km. De Kouri, Yorosso qui est l'ancien cercle fait 59 km. Maintenant, si l'objectif de la décentralisation est de rapprocher l'administration des administrés, alors moi je crois que Maou c'est un cas à revoir. À la fin des échanges, le chef de l'exécutif régional a instruit au premier adjoint au maire d'ouvrir la mairie pour gérer les affaires courantes. Koutiala, Brahima Kone pour l'ORTM. Le crépuscule est un moment de la journée qui visiblement n'a rien de particulier par rapport aux autres. Pourtant, certains hommes n'acceptent pas qu'il se passe pendant que leurs femmes soient au dehors. Pourquoi un tel refus de la part de ces hommes? Pour en savoir davantage, suivant ces dossiers signés Soumaou Aïdara. Le crépuscule marque la fin de la journée et la tombée de la nuit, un moment jugé maléfique selon certaines croyances. Une explication à laquelle croient fortement beaucoup de chefs de famille, comme l'époux de Madame Si Oumou Diakité. C'est pourquoi elle se plie volontiers à cette exigence de son conjoint. Les crépuscules me trouvent très rarement dehors. Cela peut se produire si seulement je sors pour des mariages. Et quand je reviens, je me fais gronder par mon mari. C'est pourquoi je fais tout pour être à la maison avant 7 heures. Si les crépuscules trouvent le mari et la femme dehors, les enfants aussi vont en profiter pour sortir. Dans la famille Koulbeyoko, les valeurs traditionnelles sont jalousement conservées, auxquelles tient énormément le chef de famille Oumar Koulbeyoko. Je ne veux pas que le crépuscule trouve ma femme dehors. La raison est telle que, c'est-à-dire à tout moment, on peut rencontrer des difficultés à partir de cette heure-là. Même si vous faites un accident pendant le crépuscule, vous avez 1000 chances de succomber à votre accident. Bon, très généralement, je donne conseil. Si elle a le téléphone, elle sort, vers le crépuscule, je commence déjà à appeler. Mais chaque fois qu'elle arrive après le crépuscule, quand même, je demande la cause. Donc si elle ne parvient pas à se justifier, souvent, c'est discuté. Selon certains traditionalistes, le crépuscule est porteur de malheur sur la femme et son mari. Yaya Koulibaly en est un. Pour lui, rester chez soi pendant ce moment doit être un bon réflexe à adopter. À quel
Ce comportement de la femme mariée est interdit par notre tradition, car il peut être une source de malheur. Le mari et la femme ne vieilliront pas ensemble. Cette femme n'aura ni le respect ni la considération, et elle donnera naissance à des enfants opprobres de la famille. Dans le domaine religieux, rester dehors jusqu'au crépuscule n'est pas interdit, mais à condition que la raison soit valable. Sori Ibrahim Kane, imam, et Jean Kone, pasteur. L'islam n'autorise pas une femme mariée à rester dehors jusqu'au crépuscule. Cela peut se faire pour deux raisons valables. La première est religieuse et la deuxième, en cas de force majeure, comme l'a dit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce que la Bible n'encourage pas est qu'une femme reste dehors juste après une certaine heure, c'est-à-dire de rentrer tardivement, sans une vraie cause, sans une vraie justification. Ce n'est pas encourageant pour une femme vertueuse qui veut s'occuper de son mari. Mais sans motif réel, cette attitude de la femme mariée pourrait avoir des conséquences lourdes. Sori Ibrahim Kane, imam, et Jean Kone, pasteur. Les conséquences de ce comportement sont nombreuses. On peut citer, entre autres, le manque de confiance entre la femme et son mari et les malentendus qui peuvent même aboutir au divorce, ce qui aura un impact sur les enfants. Les conséquences de cette attitude peuvent être diverses, c'est-à-dire une femme qui reste dehors sans véritable cause justificative, ça peut engendrer des discordes entre elle et son mari. Il peut penser que sa femme a commencé à le tromper et ça peut arriver au niveau du divorce, ce que la Bible n'encourage pas du tout. Qu'il soit permis ou interdit, le crépuscule reste un moment important dans notre vie au quotidien, puisqu'il marque la fin et l'ouverture d'une autre étape de la journée. Actualité hors de nos frontières, Burkina Faso, près de 8 milliards de francs CFA récoltés via le fonds de soutien patriotique mis en place en janvier. Le fonds de soutien patriotique permettra de financer l'équipement, la solde et l'entraînement des volontaires de défense de la patrie via des taxes sur certaines marchandises et des contributions volontaires des Burkinabés, mais ce montant est encore loin d'être satisfaisant. En Ouganda, la décision du gouvernement d'envoyer des troupes en République démocratique du Congo fait polémique. Le principal parti d'opposition, les FDC, a demandé mardi au président d'expliquer aux Ougandais les avantages de ce déploiement. 2000 soldats ougandais seront donc déployés à l'est de la République sous la bannière de la force régionale et africaine chargée de superviser le retrait des rebelles du M23. Les soldats ougandais ne sont pas là pour combattre le M23, insiste Kampala, mais pour occuper en tant que force neutre les positions laissées par le mouvement rebelle. Pour terminer cette page internationale, l'ancien président américain Donald Trump, 76 ans, candidat à l'élection de 2024, a vécu un moment judiciaire historique ce mardi 4 avril en comparaissant devant un tribunal pénal. Il a été inculpé sur des soupçons concernant plusieurs paiements en vue d'étouffer les affaires avant son élection de 2016. Face à ces accusations, Donald Trump a plaidé non coupable des 34 chefs d'inculpation retenus contre lui. Il devrait donc être jugé lors d'un procès qui pourrait bien sûr débuter en janvier et qui pèsera sans aucun doute sur la campagne présidentielle de novembre 2024. C'est heure passée de 13 minutes. À présent, la page sport, c'est avec vous, Aridou Matina. Bonjour. Bonjour, Fouzeni Tunkara. Basketball, le tournoi amical international des U16 filles et garçons que notre pays abrite se poursuit. Oui, vous l'avez dit, c'est un tournoi qui se poursuit et notre pays qui abrite cette compétition internationale, le Mali est au rendez-vous de son tournoi. Après leur victoire de la première journée, les U16 filles et garçons du Mali se sont encore imposés lors de la deuxième journée hier au Palais des Sports Salamatou Maïga. Les filles U16 du Mali l'ont emporté 110-64 face à la Côte d'Ivoire. Quant aux U16 garçons du Mali, ils se sont imposés également
par le score de 112 à 20. À propos de ce tournoi amical international, je vous propose d'écouter les impressions du directeur technique national de la Fédération malienne de basketball, Eladj Diko, qui est au micro de Salif Ouedraogo. Vous savez, nous avons pour objectif cette fédération la formation. Et nous avons commencé aujourd'hui par les ICS, mais notre souhait c'est de pouvoir faire participer toutes nos catégories à des compétitions. Nous avons de grandes ambitions, nous comptons donner au basketball malien toute sa place qu'il avait. Donc nous demandons à tout le monde, à tous les acteurs de nous accompagner, à tous les amoureux de croire aux différentes équipes nationales. Inch'Allah, on le fera plaisir. Toujours hier, lors de la deuxième journée, les U16 filles d'Algérie ont battu la Guinée 99-32. Football, un match est au programme de la 13e journée ce mercredi. Cette affiche de cet après-midi aura lieu au stade Diarra H à Koulikoro. Elle mettra aux prises l'Association sportive de Kouroufina à Esco et l'USFAS. La rencontre Binga FC LCBA qui était au programme hier s'est soldée sur le score nul d'un but partout. Pour faute de terrain, le championnat national a du mal à véritablement atteindre sa vitesse de croisière. Sur le continent, le tirage au sort des quarts de finale des compétitions africaines des clubs sera effectué aujourd'hui. Le dit tirage concerne la Ligue africaine des champions et la Coupe de la Confédération. La CAF a déjà déterminé les chapeaux des deux compétitions. En ce qui concerne la Ligue des champions, la prestigieuse et lucrative compétition, le chapeau 1 contient les leaders de chaque groupe, à savoir le Wydad du Maroc, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, le Raja de Casablanca du Maroc et l'Espérance de Tunis. Évidemment, des grosses pointures du football continental. S'agissant du chapeau 2, il est composé de la JS Kabylie d'Algérie, Al-Ahly d'Égypte, de notre compatriote Alou Dieng, du CR Belouizdad d'Algérie et du Simba de la Tanzanie, de notre compatriote Sadio Kanouté. Même configuration en Coupe de la Confédération par rapport au tirage au sort des quarts de finale. Dans le chapeau 1, nous avons Marumo Galant d'Afrique du Sud, Asec Mimosa de Côte d'Ivoire, AS FAR de Rabat du Maroc et Young Africans de la Tanzanie, le club de l'international malien Djigui Diarra. Le chapeau de l'U renfermant River United du Nigeria, Pyramids FC d'Égypte, USM d'Alger et US Monastir de la Tunisie du malien Bokara Traoré qui était tout récemment avec les Aigles. Les deux tirages au sort des quarts de finale des compétitions interclubs sont prévus à 18h30 temps universel. Ça sera en Égypte. C'était passé donc. Chronique de l'environnement. Chronique de l'environnement. La majorité des usines industrielles à Bamako utilisent de l'eau d'une manière ou d'une autre. Cette eau, une fois utilisée, doit être traitée avant d'être déversée dans le fleuve Niger. Le rejet de ces eaux usées industrielles sans traitement adéquat a des conséquences néfastes sur l'environnement. Quelles sont les mesures prises en la matière? Les éléments de réponse avec Agibou Kloubali. L'eau du fleuve Niger non seulement est une ressource collective et inestimable, mais toute vie réside en elle. À cet effet, elle doit être protégée et préservée de toute forme de pollution. C'est pourquoi il est important d'utiliser toutes les mesures pour réduire son gaspillage et offrir, puis distribuer en tout temps une eau potable de qualité. Mais de nos jours à Bamako, certaines usines déversent leur eau usée non traitée dans le fleuve Niger. Cela représente un risque pour la faune et la flore aquatique. Si Kadiatou Diallo, chef de département protection et gestion des écosystèmes à l'agence du bassin du fleuve Niger. Les inconvénients, c'est surtout sur les écosystèmes fluviaux, que ce soit la faune et la flore. Ça a un impact aussi sur la santé humaine. C'est des eaux souvent de provenance diverses dues aux activités industrielles. Donc les types de polluants diffèrent d'une unité industrielle à une autre. Donc le fleuve avec son auto-épuration donc, est capable vraiment d'épurer certains éléments. Par contre, d'autres, c'est des produits avec
avec rémanence et qui peuvent durer dans l'eau avec une certaine toxicité. Donc c'est pour cela toute eau avant rejet dans le fleuve doit être préalablement traitée. Ça c'est l'idéal. Pour résoudre les problèmes causés à l'environnement, il est impérieux d'appliquer le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des industries. Moriba Nombogo, président de l'Association malienne pour la conservation de la faune et l'environnement. Moi, je pense qu'à la matière, le pays a élaboré des lois pour pouvoir mettre fin à de telles pratiques. Donc, le plus important, c'est vraiment l'application de ces lois-là. Si on les applique, je pense que nous arriverons vraiment à proscrire beaucoup d'actions visant vraiment à agresser ces eaux-là. Et puis, il faut mener aussi des actions d'information et de sensibilisation en faveur des usagers. Donc, à la matière, avec les lois qui sont élaborées, en les appliquant, je pense que nous allons beaucoup réduire ces agressions-là vis-à-vis de nos eaux. La synergie des différents acteurs est nécessaire pour informer et sensibiliser la population sur les effets des eaux usées déversées dans le fleuve. Souleymane Chérif Koulibaly, point focal de la convention de Bâle à la DNACPN. C'est juste un cri de cœur à l'endroit donc des décideurs politiques parce qu'un projet apporte un plus. Et ce plus contribue au bien-être social, au développement donc de la nation. Mais tout part, qu'en le faisant, on contribue également à la dégradation de l'environnement et à la santé humaine, que ce soit pour l'homme, les animaux, les arbres, en un mot, la vie biotique et la vie abiotique, ainsi que leur interaction. Pour une gestion efficace des eaux usées industrielles, les autorités du Mali ont mis en place l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali. Elle a pour mission d'assurer la gestion durable des stations d'épuration et ouvrages annexes, entre autres. 7h passées de 21 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseine Tounkara. Mamadou Bedialo a assuré la connexion technique à la mise en ligne et assurée par Tamsir Djabate, une édition coordonnée par Bourama Traoré. Merci pour votre fidélité, que le bon Dieu nous protège.